sur 2 ponts de Bordeaux, le pont de Chaban et le pont de Pi on s'est beaucoup marré et je me suis dit: «OK, bon la douleur est là, on va faire avec». Bonjour et bienvenue sur le podcast Je suis une aventure. Je suis Pauline, coach en nutrition pour sportifs. Tous les 15 jours, j'interviewe des sportifs pour échanger avec eux sur l'aventure sportive qui les a le plus marqués. Cyclistes, randonneurs, coureurs, navigateurs et j'en passe. Ici, chaque sportif a son aventure à nous partager. Pour ne louper aucune aventure, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi suivre l'actualité sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook où je suis très active. Vous me retrouvez sous le nom de pauline.soreda. Je vous laisse les liens dans les notes de l'épisode. Pour ce nouvel épisode, j'ai invité Jérém de Gifit, que vous connaissez peut-être sur Instagram ou grâce à ses vidéos YouTube. Jérémy est avant tout un ami que j'avais à cœur de recevoir sur mon podcast. Ce sportif accompli, mari et papa comblé, il est aussi coach pour les plus grands plaisirs de ses athlètes. Dans cet épisode, Jérém nous parle de sa course reprenant le parcours du GR Bordeaux Métropole avec pas moins de 120 km qu'il a nommé pour l'occasion UTBM. C'est avec plaisir que je revis avec lui cette course auquel j'ai pu participer et le suivre dans les premiers kilomètres. Mais je ne vous en dis pas plus et vous laisse écouter mes échanges avec Jérémy. Bonjour et bienvenue sur le podcast Je suis une aventure. Aujourd'hui, je reçois Jérémy. Bonjour Jérémy. Salut Pauline! Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas, s'il te plaît? Alors je m'appelle, Jérémy, enfin tout le monde m'appelle Jérém. J'ai, 37 ans, bientôt 38. Je suis papa de 2 petites filles, marié. Je vis sur, Mérignac, près de Bordeaux et je suis entraîneur course à pied depuis maintenant 3 ans et demi. Au début, j'ai, fait ça en parallèle de mon job dans la finance, un job de contrôleur de gestion, très, confortable financièrement, on va dire et puis, la vie a fait que, j'ai connu un burn-out en 2019, Mhm. une succession d'arrêts maladie, tout ça et donc j'ai arrêté mon job dans la finance pour me consacrer entièrement à cette activité d'entraîneur course à pied. Une passion, en fait, tu as mis la passion au travail, quoi. Ouais, je me suis dit: «Bon, on va réfléchir à comment on peut, monétiser cette passion pour pouvoir continuer de payer le loyer» et heu et puis, en accord avec ma femme évidemment, on s'est dit: «Bon, allez, hein, tu te lances de toute façon, il y a des aides, hein, il y a le chômage pendant 2 ans, donc il y a pas un grand risque, à tenter cette reconversion professionnelle». Et depuis quand cours-tu? Enfin, est-ce que tu as toujours été coureur? Est-ce qu'avant tu faisais un autre sport? Alors, j'ai toujours été coureur depuis, mes plus lointains souvenirs. En fait, je faisais des crosses quand j'étais gamin parce que mon père était un très bon coureur de niveau régional en Île-de-France, avec un record sur marathon en 3h07 si je dis pas de Ah bêtises. oui, joli. Il faisait, tous les crosses du coin, il gagnait toutes les petites courses, de la région. Et du coup, moi, je faisais les courses enfants, donc j'ai très vite été habitué à ça et puis vers l'âge de, ouais, 10-11 ans, j'ai fait comme tous les copains, je suis allé, taper dans un ballon rond, donc j'ai joué au foot pendant, ouais, près de 20 ans. Ah oui, quand même. Ouais, 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 c'était, grosse, grosse passion, j'ai joué à un bon niveau puisque j'ai joué en excellence en Île-de-France. Alors ils ont changé tout le système de division, donc je sais plus trop à quoi ça correspond maintenant, mais c'est le plus haut niveau, départemental. Et ensuite on a déménagé sur Paris, enfin à côté de Paris avec ma femme et là je me suis dit: «Bon, est-ce que je retourne dans un club et puis, je redeviens le petit nouveau, tout ça? Ou est-ce que je fais autre chose?» Et je me suis dit: «Allez, je vais tenter autre chose». À l'époque, je cherchais un club de natation. Je voulais vraiment apprendre à nager correctement parce que je nage comme une enclume Mhm. et en cherchant un peu, en fouinant un peu sur le net, je suis tombé sur un club de triathlon à Courbevoie dans les Hauts-de-Seine et je me suis dit: «Bon, on va les contacter», mais je voulais vraiment pas faire de vélo parce que pour moi le vélo c'était, je vais choquer les plus de 50 ans, mais pour moi c'était le sport des vieux bedonnants du dimanche matin qui partaient à 6 heures et qui rentraient à midi. J'avais, de très mauvais a priori sur le vélo et je me suis rendu à ce club de tri et puis au final 6 mois après je faisais du vélo et je m'éclatais à vélo, donc j'ai fait 3 ans de triathlon Ok. jusqu'en 2014 où ma 1re fille est née et là je me suis dit: «Bon OK, 10-15 heures de triathlon par semaine en plus du boulot», parce qu'à l'époque je travaillais encore dans la finance, c'est compliqué à caser, c'est compliqué à gérer. J'avais l'impression d'être plus souvent sur le vélo, dans l'eau ou sur le bitume à courir que chez moi. Et donc je me suis dit: «Bon, on va arrêter tout ça, on va se concentrer sur un sport». Évidemment, des 3 sports, le choix a été assez simple puisque j'avais Oui, je me doute. continué de courir en parallèle du foot et donc c'est comme ça que je suis arrivé à me consacrer pleinement à la course à pied et ma 1re course officielle en tant que senior,
c'était le semi-marathon de Paris en 2007, donc il y a, OK, 14 ans maintenant. effectivement. Donc tu es plutôt, coureur de route, plutôt marathonien? C'est quoi, enfin, quelle est ta distance de prédilection? Alors par le côté génétique, on va dire, de mon père qui courait beaucoup sur route, j'ai commencé par la route avec donc le Semi de Paris. J'ai fait le marathon de Paris, 3 fois plus, 1 fois où j'ai dû abandonner sur blessure. J'ai fait 3 autres marathons et puis en 2013 avec les copains du triathlon et ben, on s'est lancé un défi, un peu pourri, tu sais, le genre de défi que tu te lances à l'apéro après avoir bu trois verres. Toujours très intelligent ces défis. Toujours, hein. Et on s'est dit: «Allez», on était en septembre, on s'est dit: «Allez, en décembre, on va faire la Saint-Élion». C'était 75 kilomètres, j'avais Mmh. jamais couru plus de 42 kilomètres sur route. Oui, c'est effectivement, oui. Très arrosé la soirée, non? Ouais, très arrosé. Et le lendemain matin, là, on se rend compte qu'il va falloir quand même se préparer. Donc on se trouve quelques trails dans le coin, mais voilà, c'était des trails de 20-30 bornes. Déjà un trail de 30 bornes, on avait fait la Sans Raison du côté de Vélizy. Il y avait, 500 mètres de D+, mais ça nous avait déjà bien calmé. Donc on s'est dit: «OK, 75 kilomètres de nuit dans le froid à la lumière de la frontale, ça va être compliqué». Mais c'est comme ça que j'ai mis mes premiers pas, mes premiers pieds, dans le trail et Mmh. depuis j'essaye de faire coïncider les 2, de garder de la route parce que j'adore la vitesse quand même mais le trail pour voilà, pour les paysages, pour le côté, je reste sur le côté performance, mais tu as un côté sur certaines courses où tu dis: «Si déjà je finis, c'est quand même Ouais, très, c'est très sûr. cool». Je te l'accorde, je t'accorde. Bon, merci beaucoup Jérémy, on sait comme ça un peu plus, qui tu es. Alors, peux-tu nous parler de l'aventure que tu souhaites, nous raconter aujourd'hui sur le podcast? Mais avec plaisir. Alors l'aventure que je vais, essayer de vous raconter autant que possible, c'est, l'UTBM. Donc c'est, l'Ultra Trail, Bordeaux Métropole qu'on a baptisé comme ça. 122 kilomètres tout autour de l'agglomération de Bordeaux, donc en passant par toutes les communes qui font le tour de Bordeaux. Ça s'est passé début mars et c'était une aventure vraiment incroyable et l'objectif, voilà, c'était d'aller chercher un peu plus loin que les 110 kilomètres que j'avais fait, l'année dernière. D'accord. Donc route, que de la route, que du chemin? C'est quoi? C'est très urbain, j'imagine? Alors, c'est un GR très urbain parce que c'est un GR de métropole qui a été créé, qui a été balisé en juillet 2019. Alors, beaucoup de pistes cyclables, pas mal de trottoirs aussi puisqu'on passe quand même dans des villes. On passe sur 2 ponts de Bordeaux, le pont de Chaban et le pont de Pierre. Tu as une grosse portion de forêt sur la rive droite de la Garonne. Là, tu as 20 kilomètres à peu près où c'est vraiment voilà, c'est très vallonné. C'est les montagnes russes, c'est vraiment la partie trail, hein, c'est le spot, des trailers, du coin. En revanche, voilà, sur rive gauche, c'est hormis, la forêt de Saint-Médard au départ et puis quelques parcs, c'est très, très, très urbain, c'est très bitumé. Mmh. Ou donc je pense que le fait d'avoir fait de la route et du trail, ça permet, voilà, de se lancer sur ce genre de défi en sachant que ça va être compliqué pour les articulations, mais en étant bien préparé. Justement, en parlant de préparation, est-ce que c'est quelque chose que toi tu t'es lancé un défi en disant: «Beh, je le fais» ou c'est quelque chose que tu as préparé depuis des mois et des mois, que tu avais en tête depuis longtemps? Alors j'avais ça en tête quand je suis arrivé sur la région bordelaise, donc fin juillet. Je devais, initialement faire cette course, début novembre, le 1er novembre pour être exact. Sauf que comme tu le sais Pauline, on a été reconfinés la veille, je crois. Ah bon? J'étais pas au Donc courant. donc je me suis dit: «OK, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'annule? Est-ce que je le reporte mais à dans 9 mois, un an?» Parce que l'idée, voilà, c'était de couper ma saison, d'ultra juste derrière ça, pour enchaîner sur la saison de cross. La saison de Mmh. cross hivernale que j'aime beaucoup, et que d'ailleurs je conseille aux auditeurs parce que c'est vraiment, formateur d'aller courir dans la boue, même si ça dure que 40 minutes et malheureusement, bah, la saison de cross, Covid-19 oblige, elle a été annulée. Donc je me suis dit: «On va reporter le défi». Je me suis dit: «On va quand même couper un petit peu», parce que j'avais quand même fait une prépa de ouais, presque 3 mois depuis début août. J'avais repris en août et D'accord. je voulais vraiment faire une vraie prépa. J'avais des choses à tester en tant qu'entraîneur. J'avais, quelques petites choses à tester sur l'entraînement. Donc je me suis dit: «Bah, c'est l'occasion de les tester sur moi-même». Et je me suis donc lancé sur 12 semaines de prépa. Alors D'accord. sur ces 12 semaines, il n'y a pas eu de semaine à
à plus de 77 kilomètres pour être précis. L'idée, voilà, c'était de courir, le lundi, le mercredi et le vendredi, donc entre 2 et 3 heures à chaque fois, Mhm. sur un rythme très lent en finissant par un peu de vitesse pour garder, de l'intensité et d'alterner avec des séances de musculation. Donc pareil, 3 séances de musculation par semaine parce que ça reste très efficace et beaucoup plus efficace que des simples footings. Parce que voilà, pour, encaisser 122 kilomètres, ton corps, il a vraiment besoin d'être très, très, très endurant, musculairement. Oui, ce que j'allais dire, je pense que ça sert à rien de s'user à faire du footing, du footing, du footing, juste pour assumer, enfin après la distance. Je pense que le mieux, c'est peut-être même de reposer un petit peu la bonne carcasse avant de se faire 120 bornes sur quand même pas mal de bitume. Exactement, ouais, la récup, c'est vraiment, j'insiste, hein, ça fait partie, intégrante de l'entraînement. Si je vois des gens qui courent, pratiquement tous les jours, mais c'est pas possible. Tu peux pas progresser comme ça va marcher sur du court terme, mais tu vas très vite, ton corps va très vite te rappeler qu'il est pas fait pour courir tous les jours, quoi. Ah, mais tous ceux qui l'ont testé le savent, hein. Mais il y Oh en a oui, encore qui testeront, hein. et c'est sûr. Bon, raconte-moi un petit peu comment ça s'est passé, à quelle heure tu es parti, quel temps il faisait, dis-moi tout. Eh ben, écoute, on a un peu fraudé le couvre-feu parce que de toute façon 122 kilomètres entre 6 heures et 18 heures, c'était à peu près impossible de faire ça Mhm. en 12 heures. Oh, Donc quand même, l'idée franchement, t'aurais pu faire un effort, hein. j'aurais pu aller un peu plus vite. Donc l'idée, voilà, c'était de partir à 4 heures, 4 heures et demie. Donc on est parti à 4h35 très exactement. Donc Mhm. de nuit évidemment sur les, ouais 2 heures et demie, 3 heures de nuit. C'est dommage parce que c'était la partie je pense la plus sympa, la forêt de Saint-Médard. Mais de nuit ça ajoutait une petite atmosphère vraiment, vraiment cool et donc lever du jour, ouais, vers, 7h30. On a eu, froid, on a eu très froid au départ. On avait, je pense, allez, 2-3 degrés sur la portion de nuit. Évidemment, quand le soleil s'est levé, bah, là, il a fait encore un peu plus frais parce que c'est toujours le moment où il fait le plus frais dans la journée et en revanche, après, à partir de 7h30, 8 heures, on a commencé à sentir le soleil qui s'était bien levé et là, voilà, là, c'était vraiment après, 30-35 kilomètres, c'était, une nouvelle course. Vraiment l'impression que les 3 premières heures, en fait, elles avaient pas existé et Ouais, qu'on démarrait la de course. faire de nuit, effectivement, ça fait vraiment 2 journées, enfin 2 journées. Ça fait 2 courses en une journée, quoi. Exactement, ouais, tu as vraiment l'impression de démarrer ta course quand le soleil se lève, c'est assez dingue. Et après, comment tu gérais au niveau de la distance? Parce que j'imagine que tu pars pas, enfin, t'avais une allure et tu l'as tenue tout le long. Comment ça s'est un petit peu passé? Alors l'idée, c'était de partir sur une allure de 9,5, 9 km/h et demi, en moyenne, sachant qu'il y avait aussi les arrêts au ravito. J'avais prévu de marcher, 3-4 minutes tous les 10 kilomètres. Mhm. Même si au début sur les, 10 premiers kilomètres, t'as pas besoin de marcher, mais je pense que Ouais. c'est vraiment important quand tu pars sur une gestion de course de la respecter dès le début. Si Mhm. tu te dis: «Je vais m'arrêter, 2-3 minutes tous les 10 kilomètres» et bah, tu t'arrêtes. Enfin, on s'arrêtait pas, on marchait. L'occasion, voilà, de discuter un peu, de faire le point sur l'état de forme, faire un petit check-up, de recharger les flasques, de manger un bout. Et sur l'allure sinon, on a été, un peu lent sur le début parce que voilà, de nuit, à la frontale, dans la forêt, il y avait pas mal de boue. C'était assez compliqué de trouver une allure de croisière. En revanche, dès que le soleil s'est levé, voilà, on a vraiment bien enquillé. J'étais bien accompagné et du coup, on a imposé un rythme qu'on a tenu jusqu'au premier ravito et ça, c'était vraiment cool. Et tu te dis on, c'est que tu avais du monde qui courait avec toi? Ça se passe comment? Parce que pareil, tu me parles de ravito, mais il me semble qu'il n'y a pas de course en ce moment. Eh Ou ben je non, suis mais caché quelque chose. justement, ça a été vraiment une sacrée organisation. J'ai eu la chance d'avoir été entouré sur cette, course, en off comme tu dis, parce qu'il y a pas de course en ce moment. C'était incroyable. Le partage qu'il y a eu sur cette course, c'était vraiment incroyable et je pense que c'est un secret pour personne. Tu as participé à Eh cet oui. événement puisque tu es parti avec moi à 4h30, du matin, à 4h35 Et très et exactement. tellement rapide que je suis arrivée avant toi, devant En chez toi. plus, T'as vu tu as ça? vu? Incroyable, hein? Et bon, bah, voilà, tu vois, comme tu le sais, on est parti, on était, 3 à pied avec FX, 2 accompagnateurs vélo, donc Seb et Alan. Ensuite, au 20e kilomètre, on a retrouvé Thierry. Un peu plus loin, en fait, tous les, 10-15 kilomètres, on retrouvait un accompagnateur
Et et à chaque fois, tu amenais quelque chose ou c'était exactement, ça la le deal? transition avec les ravitaux, elle est parfaite puisqu'à chaque fois, voilà, j'avais demandé à ces alors ces accompagnateurs m'avaient demandé si j'avais besoin de quelque chose. Je me serais pas permis sinon Mmh. de leur demander, je pense. Et du coup, voilà, on est arrivé au ravito du 20e, sur une piste cyclable, on sortait de la forêt. Il y a Thierry qui nous attendait avec une bouteille de 2 bouteilles d'eau plate, une bouteille de ceinture et une bouteille de coca sur le Oui, bord c'est vrai, je me de souviens. la piste cyclable et ça a été ça à chaque ravito. Il y a Adrien, quand on était sur rive droite, à un moment, le GR part à droite, lui, il part à gauche en courant, en sprintant. Je me dis: «Mais qu'est-ce qu'il fait?» Il avait été planquer 2 canettes de coca dans un buisson Ah pour excellent. qu'on puisse se ravitailler. Non, c'était vraiment dingue. Pareil au 85e kilomètre, il y a Christine qui nous attendait avec toute sa petite famille. Il y avait des packs d'eau, enfin ouais, c'était assez dingue et en plus de ça, la course, elle a été réalisée au profit d'une association, donc la Fondation pour la recherche médicale et du coup, l'association donc c'est Bernard Arnault qui s'en occupe et il a vraiment voulu marquer le coup en faisant 2 gros ravitaux, donc un au 48e kilomètre au pont de Chaban et un Mmh. au 69e au pont de Pierre et là, bon, bah, voilà, il y avait, de l'eau plate, de l'eau gazeuse, du coca, du pain aux céréales, du fromage de chèvre, du fromage de brebis. C'était un peu là, on était vraiment sur de l'ambiance trail, tu vois? Bah, tu pourrais être arrivé aussi, jusqu'à ces 2 ravitaux. C'est vrai que c'est ce qui manque franchement en ce moment, hein, de pas avoir ces courses-là et de pas pouvoir avoir ces moments chaleureux, ça manque terriblement. Exactement, parce que ça te booste, quoi. Ah mais ça te porte, quoi, c'est terrible. On peut pas expliquer à quel point les gens qui accompagnent et les gens qui encouragent peuvent booster une course. Mmh. Exactement. Et donc oui, toi, tu avais un accompagnant à vélo sur tout le trajet, si je dis pas de Ouais, bêtises? j'ai eu la chance d'avoir Seb sur pratiquement tout le trajet. Sur rive droite, il nous a accompagnés au début, puis après il est redescendu pour rejoindre le ravito du pont de Pierre. Parce que voilà, on avait fait une reco, hein, sur rive droite, il était à vélo, hein, tu là, tu t'en souviens. C'est surtout qu'il C'était avait mon vélo et que mon vélo, on peut le dire, a 20 ans. en plus et pendant la reco, il avait fait plus, du cyclo-cross que du vélo. Il avait Complètement. passé plus de temps avec le vélo sur l'épaule, donc je me suis on s'était mis d'accord pour que voilà, sur cette portion, il nous laisse entre coureurs, donc j'étais avec, Adrien, Bertrand et puis on a retrouvé Thibaut derrière et sinon Seb, il a été, j'arrête pas de le dire depuis que cette aventure est terminée, mais il a été tellement incroyable. On s'est beaucoup marré, ça c'est évident. Il y a aucun moment où ça a été compliqué un peu sur la fin, mais voilà, sinon à chaque fois que Seb me parlait, c'était, pour me dire des choses positives, pour me dire: «Voilà, on a fait ça». C'était jamais: «Il reste tant de kilomètres», Mmh c'était mh. toujours: «On a fait tant de kilomètres, au niveau de l'allure, au niveau des temps de passage, on est très bien. Au prochain ravito, de quoi tu as besoin? Qu'est-ce que je te remplis?» En fait, à chaque fois, 10 minutes avant le ravito, on s'organisait sur la logistique. Je lui disais: «Bah, voilà, je vais te donner, tout mon équipement de nuit, donc je vais te donner mes gants, ma frontale, je vais changer de veste, je vais changer de t-shirt, je vais changer de casquette» et quand on arrivait au ravito, moi, j'avais juste à me poser. En plus, sur les 2 gros ravitaux, j'avais la chance d'avoir une chaise. J'ai Claude qui m'attendait avec la chaise dépliée, ça c'était royal et du Ça coup, moi change tout. j'avais juste à me poser. Ouais, tu avais pas à Heu, réfléchir, en fait. Ces non, j'avais moments-là, pas à réfléchir, j'avais juste à m'assurer que je reparte bien avec mes flasques remplis. Je repartais avec un sandwich au fromage à la main et c'était bon, quoi. La logistique sur une épreuve comme ça, c'est vraiment, je pense, c'est au moins 50 de la au moins oui, performance. au moins, ça c'est sûr, que ça c'est sûr. Je vais faire une petite parenthèse, perso parce que, quand même je pense qu'il faut le dire, Seb est quelqu'un d'assez exceptionnel. Je vais pas beaucoup moi pour le coup, j'ai couru que 30 les 30 premiers kilomètres avec vous parce qu'après je vous ai lâché. Mais, c'est quelqu'un d'assez exceptionnel et je pense qu'il aide aussi que la course se passe bien, quoi. Je sais qu'il va nous écouter et voilà, je pense qu'il faut le dire, c'est une très, très bonne personne et il a vraiment contribué à ce que cette course se passe, bien pour toi sur toute la longueur et même pour moi sur le début. Mais oui, mais tu as carrément raison parce il y avait, on a eu la chance d'avoir France 3 Aquitaine sur la course qui a réalisé un petit reportage et en fait, j'ai avec son accord à Seb, j'ai communiqué ses coordonnées au rédacteur, adjoint de France 3 Aquitaine. Il l'a contacté et Seb s'est occupé de tout. S'est occupé d'absolument tout de A à Z en termes de logistique, que ce soit prévenir les accompagnateurs de mes temps de passage pour savoir à quel moment on allait les rejoindre. Il a même appelé ma femme pour lui dire: «Bon, bah, là, le deuxième ravito, on a changé, finalement, on sera de l'autre côté du pont, donc attends-nous plutôt là-bas». Il a géré France 3 et voilà, toujours positif. Bon, il a souffert, on va pas se mentir, il a souffert du postérieur pendant 120 bornes à vélo.
mais il a gardé le sourire jusqu'au bout et ça, ouais, c'est assez phénoménal parce que, ben, il est resté extérieur à la course, mais avec tellement de générosité C'est ça. qu'il a pris une part énorme, mais toujours de façon hyper discrète. Voilà, pour moi, Seb, c'est typiquement le gars du Sud-Ouest, que je m'attendais à rencontrer en arrivant dans la région. Le mec, hyper chaleureux, hyper souriant, hyper généreux qui te donnerait ses chaussures si tu étais en galère pour courir et qui n'attend rien en retour. C'est ça, non mais C'est complètement. c'est donner, 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 donner sans jamais, s'attendre à recevoir et ouais, c'est assez fou de tomber sur quelqu'un comme ça, ouais. Ah mais complè enfin, après, déjà les accompagnants, ils jouent un rôle, primordial dans nos courses et Seb, je l'ai vu, bah, une fois que vous avez fini la course, qu'il m'a ramené mon vélo, mais il avait toujours cette pêche et il me disait «bravo» 10 millions de fois alors qu'il avait fait au final, autant d'efforts que nous, quoi. Mais oui, mais carrément. Donc c'est ça qui est dingue, c'est une gentillesse comme ça, moi j'adore et je pense que c'est dans le sport, enfin, je trouve ça beau de pouvoir faire des rencontres comme celle-ci. Dis-moi, on va parler un petit peu de tes ravitaillements. Tu m'as parlé de fromage et de pain, c'est ça? Exactement. Comment ça Alors se passe ta nutrition en course? eh ben, j'ai essayé, hein, tu sais, j'ai lu beaucoup sur la nutrition de l'endurance, la nutrition sportive, les fameux conseils de manger, à peu près 60 grammes de sucre par heure, enfin de glucides, Mm, privilégier les choses pratiques comme les gels, les barres de céréales, manger un petit peu toutes les 30 minutes, boire toutes les 15 minutes. J'ai essayé pendant pas mal de courses, ça ne m'a jamais réussi puisqu'au bout de 3 heures et demie, j'avais l'estomac en vrac. Et puis sur les 2 GR que j'ai fait en région parisienne, donc mes 2 premiers 100 bornes l'année dernière, je me suis dit: «On va emmener du sucré, mais aussi on va» j'avais la chance d'avoir mes parents qui faisaient l'assistance, sur ces 2 courses, tous les, 10 kilomètres à peu près et je leur avais dit: «Ouais, je veux bien que vous preniez du pain aux céréales à la boulange et du fromage de chèvre» et au final, bah, sur la première course, je n'ai fonctionné pratiquement qu'à ça. J'ai pratiquement mangé que sur les ravitaux, donc du pain et du fromage et peut-être une Clif Bar ou un nougat, voire des Dinosaurus, le petit aliment plaisir entre les ravitaux. Mais voilà et là, je me suis rendu compte, OK, que pour faire du long et ben il fallait pas non plus, chercher à révolutionner son alimentation parce que si ton corps, il est habitué à manger salé tout au long de l'année et ben il va pas comprendre que tu t'alimentes juste en sucré le jour d'une course. Bah, de toute façon, enfin, de mon œil, on va dire, de coach en nutrition, je pense que déjà, soit tu fais une grosse prépa nutritionnelle, donc c'est-à-dire que pendant toute ta prépa de course, tu testes l'alimentation et tu essaies d'orienter ton corps pour qu'il le supporte. Et deuxième chose, c'est arrêter de se prendre la tête, hein. Et ça, je le répète et le re-répète. Faut lire, c'est très bien. Se documenter, c'est super. Mais il y a un moment, quand tu te prends pas la tête et comme tu dis, mais que tu changes pas grand-chose à ton alimentation, ben après courir ça c'est un effort, hein, c'est un pied devant l'autre comme je dis donc on sait le faire, ben manger c'est pareil, on sait le faire et moins tu te prends la tête, moins tu vas stresser, parce qu'il y a ça aussi et plus ça va passer quoi. Le tout c'est de réussir à manger, régulièrement et avoir de l'énergie tout le long, peu importe ce que ça soit, hein. Ah mais je suis entièrement d'accord. Tu as beaucoup de gens qui cherchent à faire comme les autres parce que voilà, ils voient, sur YouTube ou ils voient sur Insta des gens faire ci, des gens faire ça. Mais, non, notre corps, c'est une machine exceptionnelle. Quand tu as soif, il Complètement. sait te le dire, quand tu as faim, il sait te le dire et quand tu as faim, il sait te dire s'il a envie de sucré ou de salé. Donc voilà, faut pas venir, chercher à le perturber. Après voilà, il y a aussi, alors j'espère que ton podcast, il est pas sponsorisé par des marques de nutrition, hein, Non, 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 du tout, du tout. parce que voilà, le côté alors, on est d'accord que l'alimentation salée, c'est un peu moins pratique à emporter. Mmh. Quoique là, tu vois, je suis parti avec des petits pains au lait avec du jambon et du fromage de chèvre dedans. Donc ça prend pas de place, tu mets ça dans de l'alu, c'est très simple à faire. Mais c'est vrai que voilà, les marques de nutrition aujourd'hui, elles vendent surtout le côté pratique. Les gels, les barres, on est d'accord, c'est côté, praticité, c'est imbattable. C'est très pratique comme je dis, mais ça reste de la alors moi j'en consomme énormément, hein, enfin tu l'as vu, moi j'ai Mmh. toujours, un stock, terrible parce que c'est effectivement très, très simple et pour moi c'est non prise de tête et je les digère tellement bien que si tu veux, il y a aucun souci. Mais, privilégier une alimentation brute et naturelle comme, tu le fais avec, bah, effectivement du pain et du fromage, il y a rien de plus simple pour le corps. Bah, tu as plus de chances, on va dire de qu'au niveau de digestion, tu supportes très, très bien.
Mais Au oui, lieu oui et de puis commencer à manger des bars, si t'as pas l'habitude en plus d'en manger, ton corps il va pas comprendre pourquoi d'un coup tu lui donnes quelque chose qui est ultra transformé. Enfin, c'est même si elles sont bio, même si elles sont très clean, hein, parce il y a des marques qui appuient sur ça, comme quoi elles sont très clean. C'est pas ça le souci, c'est si t'as pas l'habitude d'en consommer, ça passera pas quand même le jour de la course. ouais et puis te partir sur une alimentation, à laquelle tu es habitué, bah, ça fait quand même plaisir quand tu arrives sur un ravito, tu vois? Sur, le ravito du 69e, on m'a tendu un sandwich avec du fromage. Si on m'avait tendu un gel, au citron, j'aurais été moins emballé, tu vois? Je me doute, je me doute. Alors moi, je t'avoue que vu que tu avais mangé tout le... Je sais pas d'ailleurs si tu avais mangé tout le fromage ou quoi. Moi, j'ai eu le droit à des cookies. Bon, j'étais plutôt contente. C'est vrai? Beh, Bah pourtant, oui, toi, t'aimes pas le salé, le sucré en plus. Donc moi, j'étais beh, ouais. contente, j'ai pris la poche de cookies. Ah, ils avaient prévu les cookies? Ouais, ouais, ouais. Il restait Ah, plus c'est qu'il restait plus de génial. fromage, j'avais les cookies, alors j'étais super contente. Parce Ah que bah, les cookies, pour moi, sur l'ultra, c'est ils ont dû primordial. ils ont dû taper dans le fromage parce que j'en ai pas mangé tant que ça, hein. C'est vrai? Ah, Oh mais les vilains! voilà. C'est ça, bravo, bravo. On s'étouffe, on s'étouffe. Ils se sont fait un apéro en t'attendant. Dis-moi, sur ces 120 kilomètres quand même, j'imagine que ça s'est quand même bien passé, tu as tout fini, t'as pas eu t'as pas eu de pépins, mais il y a eu un moment où tu as senti le coup dur, le moment où c'était là, t'étais seul avec toi-même, même si t'étais bien entouré, t'étais seul avec toi-même. Est-ce qu'il y a eu ce moment-là? Alors, il y a eu 2 moments où, qui auraient pu, faire basculer l'aventure, je pense. Quand je suis reparti du 69e kilomètre, donc au ravito du Pont-de-Pierre, j'ai eu une douleur au niveau de l'aine. Je pense que c'est mon psoas qui était, psoas droit qui était inflammé comme jamais, je pense. Là, je me suis dit: «OK, c'est une douleur que je connais, donc on va l'accepter». J'ai fait pas mal de préparation mentale avant l'épreuve. Hem et je me suis dit: «OK, bon la douleur est là, on va faire avec» et puis je me suis dit: «Bon, on va quand même pas, abandonner après 70 kilomètres pour une petite douleur au psoas», sachant que c'est quelque chose que je connais et bah, à ce moment-là, j'étais avec Thibaut qui, était un peu dans le dur Mhm. après, 20 bornes sur la rive droite. Donc je me suis mis un peu dans ma bulle, en plus c'était une portion vraiment moche du GR puisqu'on était sur les quais, après le Ah, pont de ça, on Pierre peut le dire. sur rive gauche, jusqu'à Bègles, c'est franchement, c'est immonde. On passait sur des trottoirs, il y avait des travaux, enfin voilà, il y avait des dames un peu bizarres voilà, Ah bah pour ne oui, pas ouais, dire ouais, plus complètement. et au final, bah, à force de me concentrer sur, ce côté, moche de Bordeaux, me dire un peu: «Mais qu'est-ce que c'est que ce GR? Pourquoi il passe par là? Il y a vraiment rien à voir» et bah, la douleur, elle est passée et elle est jamais revenue. Ah bon. Après, au 115e kilomètre, donc il restait, 7-8 kilomètres, là, j'avais mis ma montre à charger, sur la batterie externe de Seb, de mon Sherpa, Mhm. comme, comme je l'ai si bien appelé et au moment où il me la rend, je vois que la montre s'est arrêtée, donc et que la trace avait été enregistrée. Ça doit être une fonction automatique, je suppose, de Garmin, je sais pas et là, je vois la montre qui s'arrête à 100,4 kilomètres. Je me dis: «OK». Ah ouais. Elle m'avait déjà lâché pendant 5-6 kilomètres, sur la rive droite, Mhm. juste avant le pont de Pierre. Donc là, coup dur parce que tu sais qu'il te reste 7 kilomètres, que 7 kilomètres que je connaissais, mais alors vraiment par cœur parce que, j'ai couru sur ces 7 kilomètres, presque 2 fois par semaine pendant la prépa, puisque c'est la partie qui est juste à côté de chez moi, forcément. Et là, je me dis: «OK, qu'est-ce que je fais?» Alors, il était hors de question d'abandonner, hein, évidemment, Ah après bah 115 oui. kilomètres. Et j'avais plus envie de parler, en fait. J'étais avec Guilhem et Seb, mais voilà, j'avais pas envie de déconner, j'avais pas forcément envie de parler, j'avais juste envie d'en finir parce que ça faisait, 14 heures que je courais et j'avais envie que ça s'arrête. J'en avais marre, plus mentalement que bon, Que physiquement aussi, physiquement. j'avais, tu sais, une fatigue un peu générale, tu sais plus trop comment te mettre et tout. Mhm. Et là, j'avais avec moi mes écouteurs que j'avais pas sortis, en 14 heures de course. J'avais une playlist avec, quelques musiques que ma fille écoute et puis des musiques que j'adore. Alors des musiques un peu pourries, tu vois? Ça va de Papa chanteur de Jean-Luc Lahaye à l'hymne de l'UTMB. Alors pas l'UTBM, hein, l'UTMB le Mhm. vrai, hein, la course des adultes et j'ai écouté 3 chansons, tu vois? J'ai écouté, Jean-Luc Lahaye, après il y avait Vianney, après il y avait l'hymne de l'UTMB et voilà, 9 minutes, 9-10 minutes ont suffi à me rebooster. J'ai enlevé les écouteurs, j'ai redéliré avec Seb et Guilhem, j'ai même accéléré un peu et puis on a fini en roue libre, quoi. Oh, c'est top ça. C'est top. Bon, après, c'est normal hein, d'avoir des moments aussi où ça va moins bien et que ben, c'est pas forcément physique, mais le mental, il en prend un coup.
Oui et puis quand D'accord. tu fais du long, tu sais que ça va arriver. Tu sais pas à quel moment, mais avec l'expérience, tu sais que ce moment, il va arriver, mais tu cherches pas à l'éviter, en fait. Non, ça sert à rien. Ça sert C'est à ce rien qu'on parce que t'apprend mmh c'est ce qu'on t'apprend en psychologie, en préparation mentale, c'est que ce moment, il faut, voilà, il faut l'accueillir, il faut l'accepter, lui c'est dire: «OK, ça. là, je suis dans un coup de moins bien. Là, ça va être très dur pendant les 5-10 prochaines minutes, mais je sais que ça va passer». Mais c'est Donc surtout ça, c'est qu'au final, ça dure tellement peu de temps. On a l'impression que ça dure des heures, hein, quand on est oui, dans ce ouais. moment-là. Mais c'est tellement court au final, quand on regarde sur la montre, c'est quoi? C'est 5-10 minutes, c'est rien. C'est C'est ça, mais absolument c'est vrai rien. que c'est 5-10 minutes pendant lesquelles tu as tellement d'idées qui te passent par la tête, C'est notamment ça. d'abandonner. Tu te dis: «Non, mais c'est bon, ça sert à quoi ce que je suis en train de faire? Mmh. Je pourrais préparer des 10 kilomètres, des semi-marathons, ça me prendrait beaucoup moins de temps. Là, je serais déjà à la maison». Et puis au final, non, 5 minutes après, tu te dis: «Non, non, non, C'est ça. j'ai bien fait de faire ça, en fait». Sur ces, 120 kilomètres, si tu avais quelque chose que tu pourrais refaire, si tu reprenais la course et que tu pouvais changer quelque chose, qu'est-ce que ça serait? Ah, j'aime bien cette question parce que j'écoute régulièrement ton podcast et du coup, je l'attendais. Il y a pas grand-chose que je changerais. Parce que ça s'est vraiment très, très bien passé. Heu, Peut-être le sens du GR pour finir par ce qui est selon moi la plus belle portion, c'est la forêt de Saint-Médard. Sauf que voilà, c'est un GR urbain qui passe par pas mal de parcs et c'est des parcs qui sont pas ouverts 24 heures sur 24. Donc il a fallu faire un choix et j'ai été obligé de le faire dans ce sens-là. Mais c'est vrai qu'à refaire, je pense que de toute façon je le referai, dans pas si longtemps que ça, mais à vélo Mmh. pour une petite balade et pour me remémorer quelques souvenirs. Mais je le referai dans l'autre sens parce que je pense qu'il est plus facile de finir par les 20 bornes de forêt de Saint-Médard que par le bitume C'est pas faux. après la forêt de Bourgail. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Oui, Après en côté, plus de nuit, effectivement, ça peut être mieux dans l'autre sens. beh, c'est ça, ouais, parce que là, du coup, arriver sur Saint-Médard en fin de journée, c'est une autre ambiance, ça peut être vraiment sympa. Mmh. Après côté ravito, côté, accompagnateur, je changerais rien du tout. Je me couvrirais peut-être plus sur la dernière portion. Parce que, Ouais. bah, le soleil retombait donc il a fait un peu frais, mais sinon non, il y a vraiment rien à changer. Oui, c'est vrai que je me souviens avoir vu Seb complètement bleu et transi arriver Ouais, pour nous voir. bah, ouais, ouais, à la fin de la course vraiment, mais on a pris assez cher tous les 2 et on a passé une sale nuit. Ben oui, c'est ce que j'ai cru, comprendre par la suite, que la nuit Ouais, était un peu compliquée. ouais, très compliqué. Moi, je suis arrivé en bas de chez moi, je suis resté un peu avec, Guilhem et Seb. Guilhem qui d'ailleurs a été jusqu'au bout, ça c'était vraiment vraiment super et puis là, on s'est posé 5 minutes et j'ai senti des frissons qui commençaient à me gagner, donc je suis vite monté. Là, il y a un énorme tacos. Alors là, on est sur de la malbouffe, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, Sur du plaisir. j'en ai rêvé pendant toute la course. Il m'attendait au chaud, ma femme avait fait livrer. Sauf que voilà, tu vois, j'ai même pas mangé la moitié parce que j'étais vraiment KO et en général, tu le sais aussi bien que moi, après un ultra, tu as pas forcément envie de t'envoyer C'est ça. des grosses plâtrées. Tu as juste envie de te reposer. Et là, j'ai commencé à avoir des frissons et j'ai passé la nuit avec 42 fièvres. Donc nuit, très compliquée, les draps, trempés et j'ai appris le lendemain que Seb avait vécu la même chose. Donc je pense qu'on a attrapé froid, Mmh. parce qu'il y a eu pas mal de changements de température sur toute la journée et du coup, je pense qu'on a attrapé un peu froid et aussi que nos corps nous ont dit, «Bon, bah, là, j'en peux plus, Ouais, c'est donc ça. Là, je je craque. voilà, là, je me déconnecte et t'attends demain pour me ressolliciter». Et maintenant là que c'est passé, c'était donc il y a une semaine et demie si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce que tu en retires de cette course? Quel retour tu peux nous en faire, 1 semaine et demie après? Alors, une semaine et demie après, j'ai encore du mal à réaliser ce qu'on a fait. Alors je dis bien «on», je dis pas «je» parce que c'est vraiment une aventure, l'aventure de toute une communauté parce qu'on a été, ouais, on a été, une dizaine sur la course. Il y a eu pas mal d'accompagnateurs, il y a eu pas mal de monde au ravito. Il y a toute la communauté qui me suivait derrière, sur Insta et ce que j'en retiens, c'est ça, c'est que des idées débiles, parce qu'on va pas se mentir, aller courir 122 kilomètres, c'est pas une idée, Mmh. forcément raisonnable. Mais j'ai l'impression que c'est en train de motiver des gens. J'ai eu beaucoup de messages où les gens me disent: «Bah, ça me donne envie de faire la même chose» ou «Ça me donne envie de ne serait-ce que de courir 20 kilomètres déjà» et ça, c'est ce que j'en retire pour le moment
parce que ça motive les gens à sortir de leur zone de confort, à se lever de leur canapé et ça, je pense que c'est vraiment hyper important, surtout après l'année 2020 qu'on a connue. Tellement. Alors là, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord avec toi. Dis-moi, je vais finir par mes deux petites questions habituelles et j'espère que tu les as préparées parce que tu m'as dit la dernière fois que tu savais pas trop quoi y répondre. Et évidemment que j'ai préparé, évidemment. Bon, alors ça va. Dis-moi, est-ce que tu peux me donner et me citer le nom d'un ou d'une sportive qui te fait briller les yeux? Alors je vais réfléchir un peu pour faire comme si j'avais pas préparé la question, tu vois? Alors moi, il y en a un que j'adore, c'est Kevin Mayer, qui est un décathlonien français, qui est le meilleur décathlonien du monde, depuis 4-5 ans. Pourquoi Kevin Mayer? Parce que c'est un bourreau de travail Mhm. et à ce même titre, je pourrais citer quelqu'un comme Cristiano Ronaldo, le footballeur. Ouais. Parce que de l'extérieur, on a l'impression que, voilà, ils sont un peu pas hautains, mais qu'ils sont sûrs d'eux, qu'ils sont, très sûrs de leur force, un peu comment dire? Mince, je trouve pas le mot. Voilà, un peu Oui. égocentrique, tout ça, tu vois? Mhm. Vraiment, centrés sur eux-mêmes et sur leur performance. Mais quand tu vois un peu ce qu'ils publient sur les réseaux sociaux, alors voilà, sur les réseaux sociaux, on met ce qu'on veut, mais tu vois que ce sont des acharnés de travail, c'est des athlètes, voilà, c'est vraiment des athlètes, des mecs qui sont capables de tout faire, et qui te montrent que c'est pas facile, qui te disent pas que c'est facile tous les jours, au contraire, qui te montrent la réalité des choses. Parce que être sportif de haut niveau, je pense que c'est vraiment un des métiers les plus difficiles au monde et que tu as pas juste la gloire et les projecteurs. Quand on te lève à 5 heures du matin et qu'on te dit: «Bah, aujourd'hui, tu vas aller t'entraîner pendant 7-8 heures», je pense que voilà, si tu fais ça depuis 10 ans, ça te fait plus forcément rêver et c'est pour ça que je les admire parce qu'ils sont au top niveau. Ils l'assument, ils arrivent en favori sur les compétitions et ils gagnent et ça, c'est Complètement. c'est hyper fort parce qu'ils sont mentalement aussi forts que physiquement. Ah, mais c'est sûr, puis on sous-estime, je pense, la pression aussi qu'ils ont sur les épaules Mmh mh. de par tout ça. Et deuxième petite question, est-ce que tu as une idée d'une personne que je pourrais recevoir sur le podcast dont tu aimerais écouter l'aventure? Et ben, te connaissant et le connaissant, je pense que un personnage comme Lucas Papi, parce que Lucas Papi, en fait, c'est un ultra trailer qui a une vie très très simple. Alors simple, pas au sens, péjoratif du terme, qui bosse chez Disney, qui est papa et qui du coup a tout mis, en œuvre pour pouvoir vivre de sa passion, qui est la course à pied et il se lance dans des défis, mais de dingue. Je me souviens quand j'ai fait le GR l'année dernière en région parisienne, bah, lui, il s'est lancé sur le GR, mais pour courir dessus pendant 2-3 jours. Alors Ouais, que moi, je ce mec partais est pour 100 formidable. kilomètres. Ce mec est formidable. J'adore le suivre. Il est absolument extraordinaire. Et là, il est encore dans une aventure, sur les îles Canaries. Mm. J'ai l'impression qu'il ça fait 15 fois qu'il fait le Oui, tour on des est d'accord. des îles Canaries. Donc je me suis dit: «Il faut absolument qu'il vienne chez Pauline pour nous raconter parce qu'il faut qu'on comprenne». Tout à fait. Je suis bien d'accord avec toi et il fait partie des invités que je souhaite recevoir sur le podcast parce que et moi aussi il me fait briller les yeux, tu vois, de voir tous ses exploits. Ouais et puis c'est quelqu'un qui est, comme beaucoup d'ultra trailers, qui est hyper ouvert, très très facile à C'est approcher, qui ça. est qui hésite pas à donner des conseils. Franchement, c'est vraiment un bon mec, vraiment un bon Une mec. bonne personne, tout à Ouais, fait. exactement. Bon, bah écoute, merci beaucoup, Jérém, de m'avoir raconté tout ça. J'ai revécu une partie de la course avec toi et ça me fait plaisir d'échanger. En tout cas, avec toi, on a pas mal de points communs sur la vision du sport. Donc, je suis vraiment très contente de t'avoir accueilli sur mon podcast. Eh ben, merci à toi pour l'invite, Pauline. Un grand merci aussi pour m'avoir accompagné sur les premiers bornes de l'aventure UTBM. Mais je te dis à très vite et bonne journée. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée, Pauline. Salut. Je vous remercie d'avoir écouté l'épisode Je suis une aventure. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast et partagez l'épisode sur les réseaux. Je vous invite aussi à suivre Jérémy sur sa chaîne YouTube qui regorge de bons conseils pour les coureurs. Je vous mets les liens dans les notes de l'épisode et je vous dis à très vite.